Dans cette vidéo, on va faire un nouveau baromètre des retards en crowdfunding immobilier. Quelles sont les plateformes qui ont le plus de retard? Celles qui en ont le moins? Quelles sont les plateformes qui pourraient disparaître à court, moyen ou long terme, comme on l'a vu avec Choregraph et Wisharmond? On va faire bien sûr un panorama global des principales plateformes. Alors les données que je vais t'afficher, elles sont basées sur la charte déontologique de financement participatif France. C'est des données qui sont formatées, qui sont présentées de la même manière donc sur toutes les plateformes. Si tu vas par exemple sur la plateforme Monego, mais ça sera pareil sur la première brique, Clubfunding et j'en passe, bah écoute, tu auras toujours une page indicateur de performance avec des données, hein, j'ai envie de dire standardisées, ce qui te permet en fait de comparer les plateformes entre elles. Donc j'ai récupéré ces données-là. Alors bien entendu, on va se baser non pas sur le nombre de projets. Je sais que beaucoup de personnes regardent le volume de retard par rapport au nombre de projets. C'est une erreur. Clairement, il faut se baser sur le nominal financé, le nominal restendu, parce qu'évidemment, en fonction des projets, tu peux déjà avoir un remboursement partiel, par exemple de 80%, 50% du capital, et en fin de compte, il te reste qu'une petite partie ou une partie du capital à rembourser pour les investisseurs. Donc c'est important de faire cette différence. Là, autre point que je voulais également évoquer avec toi, c'est que toutes les plateformes ne jouent pas obligatoirement le jeu. Là, je t'ai mis les plateformes que je vais te présenter donc, dans cette vidéo. J'ai pris déjà les gros, Homunity, Razors, Clubfunding et WeSeed. J'ai pris également les plateformes voilà, que j'aime bien, que je suis de près parce que potentiellement je peux investir dessus en prospectif, notamment la première brique, Baltis, Monego, et j'ai également rajouté Upstone, plateforme sur laquelle j'ai quelques projets qui est reconnue globalement pour avoir un grand nombre de retards. Alors quand je te dis qu'elle ne joue pas toutes le jeu, parce que tu as ici la date de mise à jour, tu la retrouves à ce niveau-là, donc sur la page, souvent, alors elle n'est pas toujours placée au même endroit, tu as ici pour Monego la date de mise à jour, 29 avril 2025, donc ça fait un petit peu tard, là ça fait un petit peu plus de 3 mois, ça va encore, mais il y a des plateformes qui ne jouent pas le jeu, je pense notamment aussi à MyCapitalImo que j'ai pas mis ici, parce que souvent les indicateurs de performance, ils les mettent une fois à jour l'été, et après derrière, il n'y a aucune mise à jour régulière tous les mois, tous les 2 mois ou tous les 3 mois. Concernant Upstone, ben écoute, il n'y a pas de date de mise à jour, donc ça c'est plutôt embêtant, mais par rapport à ma dernière saisie, donc il y a 6 mois, je me suis rendu compte, alors non, là je suis sur Monego, sur Upstone, je me suis rendu compte ici que le compteur avait légèrement bougé, plus 500 000 € environ, mais je pense que ça n'a pas été mis à jour parce qu'il y a eu un petit peu plus de collecte sur la plateforme. Donc ça c'est dommage de ne pas avoir cette transparence-là, de ne pas mettre donc la date de dernière mise à jour. Donc j'ai repris donc les données, j'ai fait une double saisie. Désolé s'il y a des erreurs. Voilà, j'ai vérifié quand même 2 fois. Je pense pas en avoir fait, mais ça serait possible. Vis-à-vis de l'historique du marché du crowdfunding immobilier, c'est important d'avoir cette vue-là avant d'aller regarder les retards et les défauts, les procédures collectives également, hein, je les oublie pas, on va aussi regarder cela. Le marché du crowdfunding immobilier, bah écoute, il a vécu une très très grosse croissance depuis 2014-2015. Là, le cadre juridique s'est mis en place. Et tu vois la croissance, hein, le marché immobilier de façon globalement était ultra porteur à l'époque. Les taux bancaires étaient ultra bas, les gens achetaient, il y avait des investisseurs, mais beaucoup de choses se sont resserrées depuis. Et il y a eu donc une bascule en 2022 avec le déclenchement de la guerre en Ukraine, avec derrière donc une hausse des taux d'emprunt, hausse des prix des matériaux, aussi également de la fiscalité qui a changé, qui est beaucoup plus confiscatoire. Donc beaucoup de problématiques qui ont fait que voilà, il y a eu une petite décroissance. Il n'y a pas eu une division par 3 ou par 4 du marché, mais on est quand même passé de 2 355 000 000 € collectés en 2022 à 1 731 000 000 € collectés en 2024. Donc ça a baissé et puis également on voit de vraies disparités en fonction des plateformes parce que beaucoup ont énormément collecté au départ et là ça y est, elles ont totalement réduit la voilure et d'autres plateformes, bah, écoute, tirent leur épingle du jeu parce qu'elles ont commencé peut-être un petit peu plus tard, vers 2019, 2020, 2021 et donc elles ont une vraie croissance, y compris en 2024 parce que d'année en année, elles collectent de plus en plus. Donc ça, c'est un point que je voulais vraiment aborder avec toi. Donc comme tu le vois, j'ai donc collecté toutes les données année par année et donc ça me permet d'arriver donc à des petits graphes. Ça sera beaucoup plus visuel pour comprendre les données. Alors déjà, le nominal financé en global, la globalité des collectes plateforme par plateforme. Donc on a Clubfunding qui est clairement le leader incontesté avec 1 747
millions d'euros. Après, on a Homunity avec 2 fois moins à 800 millions d'euros et Razers et WeSeek qui sont à 421 et 411 millions d'euros. Donc ça, pour moi, c'est des gros. Après, on a des plateformes comme La Première Brique qui sont arrivées un petit peu plus tard, mais qui ont une forte croissance parce que d'année en année, elles collectent de plus en plus. Donc elles se rapprochent de 172 millions d'euros. On a également Brix qui a été créée, elle aussi, plus tard, notamment à partir de 2023, ils ont commencé à collecter en crowdfunding immobilier. Avant, il y avait un modèle en royalties et là, grosse collecte, 163 millions d'euros. Et puis après, on a des plateformes qui ont collecté un petit peu moins. Alors quand on regarde les différences année par année, en 2023, donc Clubfunding clairement leader avec 412 millions d'euros. Là, on avait Homunity, Razers et puis d'autres petites plateformes, j'ai envie de dire, en montant de collecte, hein. En 2024, on a toujours Clubfunding qui était en premier, mais tu vois, La Première Brique a tiré son épingle du jeu parce que c'est la deuxième plateforme en volume de collecte, enfin par rapport à celle que je compare, hein, parce qu'il y a peut-être d'autres plateformes que j'ai oubliées. Je n'ai pas notamment inclus Anaxago ici. Et en 2025, bah, écoute, là, c'est Brix pour le moment, sur les 6 premiers mois de l'année, même les 7 premiers mois, qui a collecté le plus. Derrière, on a Clubfunding et La Première Brique, donc sur le podium en troisième position. Donc ça, c'est des données globales pour bien comprendre le marché. Maintenant, on va passer au retard. Juste avant, pour bien comprendre les retards en fonction des plateformes, parce que ça a un impact, la durée moyenne de l'emprunt, on peut aussi considérer la typologie de projet, parce que si c'est du refinancement ou de la promotion immobilière ou du marchand de biens, bah, écoute, ça peut avoir des impacts dans la lecture des données pour comparer les plateformes entre elles. Donc on voit que la durée moyenne de l'emprunt, bah, écoute, sur Brix, on est plutôt sur du 26 mois. La Première Brique sur du 17 mois, tout comme, je crois, voilà, Upstone et Baltis. Donc comme tu vois, il y a des petites différences qui sont pas non plus anodines si on compare Brix et La Première Brique, parce qu'on est quasiment à 8 mois d'écart. Donc c'est pas anodin du tout. Donc maintenant, on va regarder donc les retards et notamment moi, quand je parle de retard, je regarde uniquement les retards supérieurs à 6 mois et les procédures collectives. Je ne vais pas regarder les retards inférieurs à 6 mois parce qu'en immobilier, il y a toujours des impondérables, un compromis qui saute, des retards dans les travaux, des problèmes d'urbanisme et j'en passe. Donc c'est important pour moi de regarder plutôt les retards supérieurs à 6 mois parce que inférieurs à 6 mois, de base, ça n'est pas vraiment sérieux. Bien entendu, il y a les inférieurs à 6 mois qui vont passer en supérieur à 6 mois, mais attendons avant de les qualifier de supérieurs à 6 mois et donc potentiellement à risque pour récupérer son capital. Alors, le pourcentage des retards supérieurs à 6 mois ou procédure collective sur la globalité donc, des plateformes depuis qu'elles existent, eh bien, on voit par exemple sur Upstone, on a 32% des montants collectés qui sont en retard supérieur à 6 mois ou en procédure collective. Ça veut dire qu'un euro sur 3 prêté sur la plateforme est en retard. Donc, ce n'est pas anodin du tout. C'est vraiment très conséquent. On a derrière Baltis. Là aussi, j'étais surpris de ce chiffre-là. Baltis a beaucoup de retard. Clubfunding également, Homunity aussi. On voit WeSeed et Razers, on est un petit peu plus bas, donc 23%. Et La Première Brique, on est à 8,59% et Monego à 5,59%. Alors attention, il faut faire gaffe parce que La Première Brique et Monego, ou surtout La Première Brique, bah écoute, a collecté énormément sur les 2 dernières années. Donc ça dilue leur retard potentiel qu'ils auraient eu en 2022-2023. Donc il ne va pas falloir s'arrêter là, il va falloir aller forer année par année. Concernant Brix, donc j'ai intégré les données et pour l'instant, il n'y aura rien à ressortir dans cette vidéo sur Brix parce que c'est une plateforme qui a massivement collecté depuis pas très longtemps, depuis fin 2023, et donc inévitablement, il n'y a pas encore de retard réel, de retard conséquent supérieur à 6 mois sur cette plateforme. Globalement, en crowdfunding immobilier, il faut attendre une période de 4 ans pour avoir une visibilité globale sur les retards et défauts sur une plateforme. Donc ça, c'était en global, mais bien entendu, il faut aller plus loin. Regardez notamment 2021, 2022 et 2023. Alors, si on regarde un petit peu plus en arrière, notamment en 2020, Homunity, bah là, beaucoup de retard, 30%. Alors, c'est retard supérieur à 6 mois et procédure collective, hein, j'insiste bien là-dessus, on est à 30%. Donc, c'est 1 euro sur 3 qui sont en délicatesse aujourd'hui. Alors, on fera la différence entre les retards supérieurs à 6 mois et les procédures collectives après, parce que le risque, à mon sens, est quand même différent entre les deux cas de figure. Upstone, donc à 24%, WeSeed 24%, Clubfunding 10%, Razers donc 16%, La Première Brique, Monego et Brix. Pas de retard donc sur cette année-là. Alors Homunity, pourquoi il y a autant de retard? Je pense que c'est parce que
principalement, ils font de la promotion immobilière et évidemment, les cycles sont beaucoup plus longs sur cette typologie de projet parce qu'un projet de promotion immobilière, il faut tout faire. Il faut la construction, la commercialisation, la vente, ça demande du temps et souvent, de ce que j'ai pu remarquer, bah, écoute, la durée des projets est beaucoup plus longue et donc en 2020, inévitablement, c'est une bonne année à regarder pour les projets de promotion immobilière parce que clairement, en 2025, donc on peut constater la situation. Si on regarde après en 2021, là, il y a 4 plateformes avec beaucoup de retard. On a WeSeed, 40%, c'est énorme. Également Razors, Club Funding et Upstone. On a la première brique qui monte un petit peu à 1,45%. Baltis, on est sur 10%. Et enfin, Monego sur du 6%. Alors, entre la première brique et Monego, deux plateformes qui ont quand même des taux de retard moins importants par rapport aux très gros du secteur, il faut quand même faire une petite différence entre les deux parce que Monego est quand même un peu plus porté sur la promotion immobilière. Donc, il est probable qu'il y ait plus de retard voilà, sur les années 2020. Alors, il n'y en avait pas en 2020, mais 2021, peut-être 2022, par rapport à 2023-2024, où là, la première brique devrait avoir plus de retard parce que les projets de Monego de 2022-2023 n'ont pas encore clairement pu aboutir vu que c'est des durées assez longues. Donc ça, c'est 2021, 2022 et 2023. Et là, c'est des années très intéressantes à regarder, surtout 2022 à mon sens. Tu vois le volume de retard, Club Funding, 58%, plus d'1 € sur 2 prêté sur la plateforme est en retard supérieur à 6 mois ou en procédure collective. Même chose sur Baltis, Upstone et également WeSeed, on est supérieur à 50%. Donc là, on peut vraiment se poser des questions sur ces plateformes-là. Est-ce qu'ils ont mal sélectionné les projets? Est-ce qu'ils ont des problèmes de suivi, de recouvrement? Est-ce qu'ils ont donné l'argent voilà, sans vérification de ce que faisait le porteur derrière? Est-ce que derrière, ils ne veulent pas aller jusqu'aux procédures collectives pour mettre la pression au porteur de projet? Ça interroge, mais là, vraiment, on peut aussi se poser la question de la viabilité des plateformes sur le long terme, parce qu'avec un tel taux de retard, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent à mettre sur la table pour lancer les procédures, pour faire intervenir les avocats, ça va demander du temps, donc c'est très compliqué. On a également Omunity, 43%, là aussi c'est énorme, Razors, 35%, et on a la première ligne quand même avec 29% de retard en 2022. C'est clairement conséquent, alors moins bien sûr par rapport à Club Funding qui est au double à 58%, mais c'est quand même non négligeable parce que ça fait quasiment 1 € sur 3 sur les projets collectés en 2022 qui sont en délicatesse. Alors bien sûr, des retards supérieurs à 6 mois, ça ne veut pas dire obligatoirement qu'il y aura des pertes, mais attention, c'est quand même des projets en délicatesse, d'autant que si on regarde le marché en 2022, les plateformes étaient peut-être moins strictes sur les décaissements. Les plateformes également proposaient des projets avec des garanties un petit peu plus light, simplement des GAPD ou ce genre de choses. Et donc, obligatoirement, en procédure collective, ce sera beaucoup plus difficile d'aller récupérer donc de l'argent et donc le capital des investisseurs. Monego 2022, bah, écoute, 13%. Alors, c'est plutôt pas mal du tout, très bon positionnement. Alors après, est-ce qu'il y a un biais par rapport à la promotion immobilière? Je ne saurais pas dire précisément, c'est possible pour une partie, mais à suivre donc par la suite. Et en 2023, bah là, on a donc Baltis avec 47%, donc quasiment 50%, c'est énorme. Très surpris de ces chiffres-là. Omunity aussi 42%, puis Upstone après WeSeed et Club Funding. Donc attention en 2023 parce qu'il y a sûrement encore des projets qui sont en cours. Donc ces chiffres-là sur l'année 2023, à mon avis, vont encore augmenter. Sur l'année 2022, ça devrait un petit peu évoluer sur les projets de promotion immobilière, mais tout ce qui est projet de marchand de biens, à mon avis, on a dépassé déjà donc les durées contractuelles. Monego, pas de retard et la première brique, on est sur un 13%. Donc ça risque d'augmenter, y compris sur Razors. Donc voilà globalement sur ces retards, ça te permet d'avoir une vue donc globale. Bien entendu, je vais donner quelques recommandations en fin de vidéo. Ce que je voulais te montrer également, c'est la répartition entre les retards supérieurs à 6 mois et les procédures collectives. Donc là, je t'ai mis le chiffre global ici. Sur Club Funding, ça représente 506 millions d'euros. Je t'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient collecté en global 1,7 milliard d'euros. Donc ça fait quasiment, on n'est pas au tiers, mais on est sur un gros volume, sûrement du 28-29%. Voilà, deux collectes qui sont en retard supérieur à 6 mois ou en procédure collective. Et quand on regarde le détail, mais écoute, c'est équivalent. Il y a 255 millions de retard supérieur à 6 mois et quasiment la même chose en procédure collective. Donc évidemment, le risque n'est pas tout à fait le même parce qu'en procédure collective, clairement, à mon avis, va y avoir de la casse, les investisseurs vont perdre de l'argent. Donc attention, c'est vraiment de gros volumes. On n'est pas sur quelques millions d'euros, 251 millions d'euros. Concernant Omunity, 85 millions d'euros ici de retard supérieur à 6 mois et surtout 142 millions d'euros en procédure collective. Là, on est plutôt sur de la promotion
immobilière. Les promoteurs, bah, clairement, ils sont en vraie difficulté. Il y a beaucoup de faillites à gauche, à droite, tu en as sûrement entendu parler. Donc attention là-dessus, et d'autant que sur la promotion immobilière, il y a rarement des hypothèques de premier rang. C'est des GAPD, donc si les groupes font faillite, clairement, les investisseurs vont perdre énormément d'argent, à mon avis, sur Hominity. Concernant Razer, 66 millions, 31 millions d'euros ici en procédure collective. WeSeed, bah, écoute, je crois qu'on est quasiment voilà, similaire, 50 millions, 46 millions d'euros. Upstone, alors là, 27 millions, je voulais t'en parler d'Upstone parce que 27 millions d'euros de retard supérieur à 6 mois, et en parallèle, on a 4 628 000 euros en procédure collective. Pourquoi aussi peu? Est-ce que la plateforme vraiment se lance dans les procédures collectives? Est-ce qu'elle fait l'avance donc des frais d'avocat, des procédures qui coûtent cher? On peut clairement se poser cette question. Est-ce que les plateformes vont vraiment mettre le paquet pour aller recouvrir toutes les sommes et donc rembourser les investisseurs, notamment quand il y a un tel écart entre les deux? La première brique, 14 millions d'euros, donc en retard supérieur à 6 mois. Bien entendu, ça ne veut pas dire que ça va basculer en perte ou en procédure collective, mais attention là-dessus. Et en parallèle, donc on a 9 millions d'euros quand même en procédure collective. Donc 9 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal par rapport aux 14 millions d'euros, mais après, c'est quand même très peu par rapport aux 251 millions d'euros de club funding. Et puis, concernant les pertes définitives, bah, il n'y a que 2 plateformes qui en affichent officiellement, et ça aussi, je pense que les indicateurs devraient être peut-être améliorés là-dessus, parce que les plateformes vont chercher inévitablement, même si elles se justifient à juste titre parce que les procédures judiciaires sont très longues, le problème c'est que les retards, les vraies pertes plutôt, pas les retards, les pertes vont être affichées vraiment très très tardivement. Donc dans les procédures collectives ici, il y a déjà des pertes qui sont actées, c'est juste que la procédure doit se terminer, et donc il manque des datas ici. Et donc, vis-à-vis des pertes définitives, on n'a que Monego et WeSeed qui en affichent, donc 2 millions d'euros et 642 000 euros. Donc, c'est clairement une goutte d'eau par rapport voilà, aux sommes que je t'affiche ici, qui sont des projets quand même en délicatesse. Bien entendu, il y en a qui vont sortir par le haut, mais il y en aura aussi beaucoup où il y aura de la casse. Donc, voilà globalement ce que je pouvais dire. Donc, quelle est la conclusion à tirer de tout cela? Le premier point, il ne faut pas l'oublier, c'est que le marché est quand même en difficulté. Il y a une forte croissance voilà, jusqu'en 2021, on va dire. Tout se passait bien. Même le Covid n'a pas eu trop d'effet, j'ai envie de dire, sur le marché de l'immobilier. Mais à partir de 2022, ça a été beaucoup plus compliqué. Donc le marché délicat, même si on voit et on constate depuis fin 2024, j'ai envie de dire, une baisse des taux, également en 2025, donc ça s'améliore. Le nombre de transactions a quand même augmenté. Après, c'est pas la panacée, mais il y a quand même du mieux. Mais attention au parallèle, parce que la dette française, elle explose. Les agences américaines vont revoir la notation de la dette française, et probablement que les taux en France devraient réaugmenter tôt ou tard, parce qu'on est incapable de gérer cette dette française. Donc, faut pas l'oublier. Donc, le marché français est quand même relativement compliqué, même si les taux ont baissé, les transactions quand même s'améliorent, mais c'est un marché qui n'est pas ultra dynamique. Donc ça, c'est le premier axe à comprendre, et c'est normal sur le fond, il y a eu une grosse crise, c'est normal qu'il y ait des pertes. Si tu regardes des investisseurs qui ont commencé à investir depuis 2015, bah clairement, s'ils ont investi la même somme année après année, ils s'en sortent, à mon avis, très bien, parce qu'il y a des projets qui sont en délicatesse de 2022, on va dire 2023, mais de l'autre côté, ils ont fait beaucoup de projets qui sont terminés correctement en 2016, 2017, 2018, 2019. Donc ça, c'est un premier point à bien comprendre. Le deuxième point à vérifier, c'est plateforme par plateforme, parce qu'évidemment, il y a le marché, il y a le crowdfunding immobilier qui peut t'intéresser, on est sur des taux supérieurs à 10%, il y a du risque en parallèle, mais en fonction des plateformes, bah, écoute, ton risque va être plus important et des fois moins important. Donc il faut suivre les indicateurs par plateforme, quel est leur suivi, leur capacité à recouvrir les sommes, leur taux de retard et leur taux de défaut, et au final, ce qui compte, c'est leur survie. Parce que si tu regardes ce qui s'est passé pour Chorégraphe avec la gestion extinctive, clairement, c'est douloureux pour les investisseurs. La plateforme n'arrivait plus vraiment à gérer tous ces retards, a dû fermer boutique. Le problème derrière, c'est que tu es obligé de faire intervenir de nouveaux acteurs qui vont prendre des commissions, et les investisseurs sont totalement lésés. Donc investir sur une plateforme robuste, qui gagne de l'argent encore, qui collecte massivement, à mon sens, c'est indispensable en 2025. Donc des plateformes comme Crowdfunding qui ont vraiment réduit la voilure, WeSeed, Razers fait quand même encore quelques projets, mais ils ont quand même réduit la voilure, WeSeed, Hominity, donc attention sur ces plateformes-là, parce qu'elles ont tout le passif de leur projet en retard, et ça pourrait leur poser problème par la suite, avec un manque potentiel de liquidité, donc obligé de mettre la clé sous la porte. Donc attention
aux plateformes. Bien entendu, les plateformes qui collectent massivement en 2024 et en 2025, elles ont quand même de meilleurs critères, de meilleurs process. On le voit bien sur la première brique qui, potentiellement par le passé, mais c'était le cas pour toutes les plateformes, faisait pas de décaissement partiel. Elle donnait toutes les liquidités aux porteurs de projets et après, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Il n'y a pas vraiment de contrôle de sécurité. Aujourd'hui, il y a des décaissements partiels, les critères sont vraiment meilleurs, les garanties sont plus élevées, les marges plus conséquentes, les apports aussi. Bien entendu, ça dépend des plateformes. Il y a encore de mauvais projets qui sortent, je trouve. Mais ça, c'est important de bien sûr comprendre qu'il y a des différences, de vraies différences entre les plateformes. Troisième point, les porteurs de projets, attention à ton exposition. Moi, je l'ai clairement subi sur mes investissements. Donc, en global, je te le dis, hein, chaque mois, je te le partage, mais là, je suis à 23 366 euros gagnés en crowdfunding immobilier. Ce sont des intérêts nets. En parallèle, je vais avoir des pertes et clairement, les pertes, quand je les regarde, je peux me dire c'est le marché, je peux me dire c'est de la faute de la plateforme, c'est de la faute du porteur, mais au final, c'est de ma faute parce que quand je regarde mes critères que j'utilise depuis 2024 et donc en 2025, bah, ça n'a rien à voir par rapport aux anciens critères. J'étais pas suffisamment formé, pas suffisamment sélectif et c'est ça qu'il faut comprendre. Soit tu as des pertes, tu en souffres et derrière tu vas quitter le crowdfunding immobilier en disant c'est pourri, soit tu te poses la question est-ce que moi aussi j'ai fait des erreurs et comment éviter voilà, de tomber sur des projets qui vont terminer en retard et donc en défaut. Et donc j'ai fait cette erreur notamment sur Voyance, alors je vais pas tarder sur toutes mes erreurs, où j'ai investi voilà, massivement sur une même société qui gérait donc plusieurs projets. Et évidemment, la société aujourd'hui est en liquidation judiciaire parce que ça concernait de la promotion immobilière et tout le secteur est quand même sinistré. Et donc, j'ai fait des erreurs. Et si j'avais utilisé mes critères d'aujourd'hui, bah voilà, en 2021-2022, clairement, j'aurais quasiment aucune perte aujourd'hui. Donc ça, c'est un point que je veux vraiment te faire comprendre. Donc tu dois faire attention à ton exposition vis-à-vis des porteurs, bien sûr, son apport, l'expérience qu'ils ont, leur endettement, et puis au final, c'est toi qui est plus important, tu dois investir en toi, tu dois sélectionner avec attention tes projets et pas investir de manière voilà, aléatoire en disant un tel, il a dit que le projet était bien. Non, non, tu dois te faire tes propres convictions, investir en fonction de ton profil. Donc j'ai fait des erreurs, je t'en ai parlé. Les critères sont importants et d'ailleurs, ça peut peut-être t'aider, mais je te partage maintenant un petit indicateur partiel, c'est un pré-scoring sur les projets. Alors ça s'adapte vraiment plutôt au projet de marchand de biens par rapport à la promotion immobilière et je regarde notamment la garantie LTA, LTV, la marge et l'apport. Pour moi, ce sont 5 critères de base essentiels pour voir si je vais investir ou non dans un projet. Et quand je dis je vais investir, derrière, je vais analyser la suite du projet. Mais quand c'est pas bon, bah, écoute, je vais pas aller plus loin, je vais laisser le projet de côté. Et pour moi, c'est des choses importantes à vérifier, notamment d'avoir de belles garanties, ce qui permet de sécuriser au moins un retour important de ton capital au final. Donc ça, c'est important. Et ce que je veux dire, c'est que tout simplement, tu es responsable de tes propres investissements. Parce que je vois beaucoup d'investisseurs qui se plaignent, qui disent c'est la faute de la plateforme, c'est de la faute du porteur, il est voilà, il fait les choses borderline, il utilise l'argent pour d'autres choses. Ok, pas de souci. Derrière, il y a sûrement d'autres fautifs. Il n'y a pas que toi. Mais au final, tu es quand même responsable de ton capital. C'est toi qui vas le perdre. Donc, cherche à optimiser tes investissements, avoir le meilleur ratio de rendement par rapport au risque. Si ça t'intéresse de découvrir certaines plateformes de crowdfunding immobilier, bon, je t'ai dit qu'il y avait certaines plateformes, voilà, c'est peut-être pas l'idéal, sauf s'il y a un projet qui pépite qui sort aujourd'hui, bah, d'y aller. Mais à mon sens, en parallèle, il y a vraiment des plateformes qui sont encore intéressantes, et notamment en 2025, parce que les critères ont clairement évolué, et il y a de bons projets qui sortent encore régulièrement. Donc tu retrouveras donc sur cette page-là que je te mettrai en description, bah, écoute, des codes bonus. Et si tu veux aller plus loin sur une plateforme, notamment la première brique, bah, écoute, je t'invite à regarder cette vidéo. C'est la plateforme sur laquelle j'ai le plus investi depuis que j'ai commencé en crowdfunding immobilier. Au total, 235 000 euros, qui pour moi coche vraiment beaucoup de cases, qui fait partie voilà, des meilleurs. Et donc, si tu veux en savoir plus, bah, écoute, je te dis à tout de suite de l'autre côté si tu cliques.